Bonsoir à tous, merci de passer ce début de soirée avec nous. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, est avec nous ce soir. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Également Nathan Dever, essayiste et philosophe. Bonsoir Nathan. Et bonsoir également à Philippe Chalmin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à Paris-Dauphine et fondateur du Cercle Cyclope. Alors, on vous a demandé de venir discuter avec nous ce soir. On voudrait parler notamment d'un certain Donald Trump qui est en train de jouer, de taquiner la balle blanche avec son golf. Il a son terrain, son propre terrain en Écosse. Écosse où il se trouve puisque demain, il doit rencontrer là-bas une certaine Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, pour discuter bien évidemment des droits de douane européens, a priori qui se montraient à 15% aux États-Unis. Les États-Unis et l'Union européenne seraient proches d'un accord, d'un deal, soit le même que celui conclu avec le Japon. Good deal or bad deal pour les Européens, monsieur Chalmin? À mon sens, plutôt bad deal. À mon sens, plutôt bad deal. Et si véritablement ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'il y a un accord sur une base de 15%, entre nous, c'est vraiment l'Europe qui se déculotte. Qui n'utilise pas sa puissance de feu, celle d'être pratiquement le premier marché au monde, plus important que celui des États-Unis, celle d'être en particulier un Eldorado pour nombre d'entreprises de la high-tech américaine qui utilisent toutes les subtilités fiscales pour éviter justement quelque imposition que ce soit. Il me semble que l'Europe avait les moyens de résister. Et pour vous, c'est plié, hein, vous parlez au passé. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant, alors effectivement, j'ai les mêmes informations que vous, c'est-à-dire que tout le monde pense qu'il va y avoir un deal à 15%. Les Britanniques ont obtenu 10%. Les Japonais se sont écrasés à 15%. Il y a eu le Vietnam à 20%, les Philippines à 19%, etc. Bon, c'est relativement secondaire. L'Union européenne, c'est quand même le gros morceau. Et si vraiment nous donnons à Trump satisfaction, ça veut dire que nous n'aurons pas su nous défendre. Il y a un Comment on peut se défendre, Philippe Chalmin? On peut se défendre en raisonnant de la même manière. Donald Trump est un homme qui ne croit qu'en la puissance et la force. C'est-à-dire appliquer nous aussi également des droits de douane plus importants? Absolument. Mais il l'a fait savoir que si jamais on faisait ça, lui-même continuerait d'augmenter via le nombre de pourcentages qu'on pourrait placer, plus 10%, il augmenterait de 10%. Je vous signale qu'avec... Allez-y. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais je vous signale qu'avec la Chine, on était monté comme ça à 135% côté américain, 110% côté chinois. Finalement, on est redescendu. Pour l'instant, la Chine est à 30%, avec 20% normalement liés au fentanyl. Bon, et finalement, la Chine pourrait redescendre à 10%. La Chine a un excédent commercial relativement monstrueux avec les États-Unis, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Certes, nous avons un excédent commercial sur les marchandises, nous avons un déficit sur les services, en particulier sur tous ces services de la high-tech, etc., sur lesquels nous sommes en train de parler sur un téléphone Apple, avec du Google, avec du Meta, etc., etc. Tous ces gens-là profitent d'un certain nombre de trous de la législation fiscale européenne, notamment de la position de l'Irlande, pour ne pas les citer. Et donc, c'est vrai que l'Europe a du mal à se défendre. Si Ursula rencontre Donald demain en Écosse sur le golfe de Donald, elle sera pas en position de force. D'abord parce que surtout s'il y a la mauvaise swing, ça c'est sûr. Non, mais en plus, je ne sais pas quel est le handicap d'Ursula, et je ne sais pas d'ailleurs quel est le handicap de Donald. Ce serait intéressant de savoir. Mais au-delà de cela, c'est que tout simplement, Ursula a un véritable handicap, cette fois-ci au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'elle a 27 petits nains derrière elle, qui tirent à Hu et à Dia. Et chacun qui plaide pour sa paroisse. Elle n'a pas vraiment de légitimité. C'est Obama, déjà, le prédécesseur de Trump, qui disait, mais quand je veux téléphoner à l'Europe, qui est-ce que je dois appeler? C'est vrai que nous avons un vrai problème, que de ce point de vue-là,
pour une fois, je suis assez macroniste de ce point de vue-là. Je pense que Emmanuel Macron a raison. Il faut résister, il faut être capable de tenir la trajet haute aux Américains. On a un programme, normalement, de 93 milliards d'exportations américaines. C'est les fameuses représailles commerciales que proposerait éventuellement l'Union européenne. Parlez-nous-en et expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Et tout simplement, lorsque les États-Unis ont commencé, dès le mois de février, à taxer l'aluminium et l'acier européen, on avait préparé un premier train de mesures de taxer un certain nombre de produits d'exportation américains. Alors c'était du grand classique, un peu de jeans, les pantalons bien entendu, des Harley Davidson, du Bourbon, etc., que l'on aurait taxé à hauteur, ça c'est les règles de l'Organisation mondiale du commerce, quand quelqu'un vous arrache un œil, vous lui arrachez l'œil exactement dans la même proportion. Donc on était rentré dans cette logique. L'Europe n'a pas appliqué ce premier train de sanctions, puis elle vient d'en préparer un deuxième, beaucoup plus développé, puisqu'il s'élève à 93 milliards de dollars d'exportation américaine qui pourrait être taxé à 30%. Mais alors Philippe Chalmin, si on n'est pas prêt à faire le premier train de mesures, pourquoi on arriverait à faire passer le deuxième? Alors normalement, nous sommes le 26 juillet, les sanctions américaines démarraient le 1er août, le train de mesures européennes se déclencherait le 7 août. Entre aujourd'hui et le 1er août, bien entendu, il y a la possibilité d'un accord et, soyons honnêtes, autant la France est sur une position de résistance, même s'il nous faut défendre l'intérêt des producteurs de cognac et autres choses de ce genre, du côté des Allemands, on a quand même un petit peu le trouillomètre à zéro et les Allemands sont partisans de transiger un peu à tout prix, de manière à obtenir au fond un traitement un peu similaire à celui des Anglais. Alors le Royaume-Uni avait une particularité, c'est que le Royaume-Uni a un déficit commercial vis-à-vis des États-Unis. Néanmoins, ils viennent de se faire taxer à 10%, mais ils ont eu l'autorisation de pouvoir exporter 100 000 voitures par an, ce qui couvre les exportations de Jaguar, Range Rover et autres Rolls-Royce sur le marché américain. Mais la situation américaine la situation européenne aujourd'hui, elle est extrêmement difficile. Je pense qu'une bonne majorité quand même des États membres vise aujourd'hui un accord à tout prix. Quelques pays y sont plutôt opposés, dont la France. Qu'est-ce qui va se dire entre Ursula et Donald demain sur un green écossais? Réponse demain soir. Nous le verrons. Merci de répondre aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Philippe Chalmin, vous êtes économiste et professeur à Paris-Dauphine et vous connaissez très bien ce sujet des droits de douane, notamment avec ces taux d'intérêt qui pourraient passer à 15% pour la France. Non, c'est pas des taux d'intérêt. C'est des taux de droits de douane. Excusez-moi pour l'erreur. Est-il déjà perçu justement comme une nouvelle pour l'Union européenne, alors que l'objectif initial était normalement de 10% ou moins? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Non, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est 0 pour 0. Il faut se rendre compte quand même que les États-Unis, la véritable révolution culturelle, qui est celle de Donald Trump. Jusqu'à la fin de l'année dernière, les États-Unis étaient le pays dans le monde dont les droits de douane étaient les plus faibles. Le taux de droits de douane moyenne pondéré aux États-Unis était à la fin de l'année dernière de l'ordre de 1,8%. À la fin mai, on était à 5,8%. Et si on met un petit peu bout à bout toutes les promesses et menaces de Donald, on pourrait monter à 15%. C'est-à-dire à des taux de droits de douane qui n'ont jamais été pratiquement aussi élevés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un changement total, pour faire très chic, de paradigme. Et c'est vrai que pour l'instant,
Donald Trump surfe sur la vague, puisqu'il a réussi quand même à extraire des accords d'un certain nombre de maillons faibles que furent le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, les Philippines. Espérons simplement que l'Union européenne ne sera pas le prochain. Philippe Chalmin, on va parfois jusqu'à des taux qui dépassent 25-30%, comme vous le citiez avec certains pays. Est-ce que c'est une remise à niveau justement des bons rapports commerciaux, ou alors c'est complètement Donald Trump qui s'enflamme et qui se dit tiens, je vais au bluff et tant que ça peut monter, allons-y. Écoutez, on joue au poker, hein, là. On joue au poker et il est quand même vachement bon, le mec. Ouais, mais le poker, c'est quand même ceux qui vont payer et qui vont devoir mettre tout sur le tapis, ça va être le public américain. Non, mais il s'en fout. Alors, c'est vrai qu'à la fin du jour, le consommateur américain va payer quand même. Dans un certain nombre de cas, parce que je vous ai cité le taux moyen de droits de douane. Dans certains domaines, on a des droits de douane de 50%. C'est le cas de l'acier. Ça, du protectionnisme, ça peut s'expliquer. C'est le cas de l'aluminium. Et ça va être bientôt le cas du cuivre, ce qui est une absurdité totale, puisque les États-Unis importent la moitié du cuivre qu'ils consomment. Donc ça veut dire que les fils de cuivre aux États-Unis vont coûter plus cher, et in fine, c'est le consommateur américain qui va les payer. Mais je dirais dans son trip, Donald Trump n'arrête pas à ces petits détails. C'est lui qui avait dit que le mot tarif, alors quand il dit tarif, c'est tarif douanier, hein, tariff en anglais, c'était le plus beau mot de la langue anglaise. Il continue à l'appliquer. Ça veut dire en clair quand même que toute la grande période que nous avons connue des 30 dernières années, celle de la mondialisation, celle où l'on pensait qu'avec le doux commerce, la croissance mondiale allait prospérer, etc., et que finalement, tout le monde se rallierait à la croissance économique, cette période est bien terminée, le monde se referme, le monde se claquemure, et je vous rappelle simplement que la dernière fois où le monde s'est vraiment claquemuré, c'est qu'au début des années 30, on sait comment ça s'est terminé. Philippe Chalmin, merci de répondre aux questions d'Europe 1 sur Week-end, 20h26. Par rapport à tout ce que vous nous expliquez là, quels sont les secteurs français, européens qui vont être le plus touchés par ces nouveaux accords ? Alors, il faudra voir ensuite les petites lignes. Il est certain que... Voiture, aviation, dispositifs médicaux ? Aviation, ça risque d'être exclu. Parce que Airbus et Boeing se tiennent tellement, il y a tellement de liens de sous-traitance d'un côté de l'autre de l'Atlantique que, à la limite, ça devient trop complexe. Le cas de l'automobile sera à suivre. Le cas de la pharmacie aussi. Parce qu'il faut bien se souvenir que la plupart des laboratoires pharmaceutiques américains ont délocalisé leur production en Irlande et que d'ailleurs, dans le pays européen qui a le plus gros excédent commercial sur les États-Unis, c'est l'Irlande. Ça peut vous apparaître paradoxal, mais ça c'est lié aussi à des raisons fiscales, à des raisons de langue, etc. Nous, au niveau français, franchouillard, on a les vins et spiritueux, bien entendu, qui seront peut-être... il faudra vraiment, si jamais il y a un accord qui se signe avant le 1er août, il faudra vraiment regarder les petites lignes, tous les détails, qu'est-ce qui est exclu, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est à négocier, etc. Philippe Chalmin. Et très souvent, d'ailleurs, on se rend compte, par exemple, Trump a dit « Nous venons de signer un accord avec le Japon, c'est génial, nous allons pouvoir exporter du riz au Japon. » Ça n'est pas exact. Et les Japonais ont dit non, c'est pas du tout comme ça. Donc il y a la surinterprétation de Trump, il y a la manière dont ça va être véritablement vécu. Maintenant, très franchement, si l'Europe accepte 15%... On baisse le pantalon, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Absolument. Et est-ce qu'il n'y a pas, donc c'est l'Europe qui discute, qui négocie avec les États-Unis, les entreprises, les grandes sociétés, les grandes compagnies, est-ce qu'elles peuvent faire office de lobbying par moment ou c'est carrément impossible à ce niveau-là ? Je l'imagine, il ne vous a peut-être pas échappé que Bernard Arnault était à l'investiture de Trump le 20 janvier dernier.
Donc j'imagine qu'il doit pousser le dossier du champagne, le dossier du cognac éventuellement, celui des produits de luxe. Bon, chacun y va pour soi. Maintenant, je pense que la véritable arme que pourrait utiliser l'Europe, elle concerne les technologies de l'information, c'est la fiscalité, enfin, c'est d'abord le blocage et éventuellement la fiscalité sur les Magnificent Seven, sur les Google, sur les Meta, etc., qui, c'est vrai, bénéficient de systèmes fiscaux. Quand vous payez votre facture Apple ou votre facture Google, regardez où vous la payez, chers amis, et vous verrez que c'est souvent dans une société irlandaise. Bon, Philippe Chalmin, en tout cas, moi je retiens que si c'est 15%, ce sera pas forcément le champagne, 10%, on serait plutôt coton et on pourrait trinquer, c'est ça? L'idéal serait 0. Mais c'est impossible. En ce sens, Emmanuel Macron a totalement raison. Mais ça, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Philippe Chalmin d'avoir répondu aux questions d'Europe 1 Soir Week-end. Philippe Chalmin, économiste, professeur à Paris-Dauphine et fondateur du Cercle Cyclope. Bonsoir Monsieur Chalmin. Avec nous tout de suite, on va faire un point d'actualité avec Maël Laurent. Et puis juste après, on se retrouve avec Charlotte Dornelas et Nathan Dever pour poursuivre cette émission.